Imaginez une armée si puissante qu'elle pouvait combattre pendant des jours sans se reposer. Une armée alimentée non seulement par la volonté, mais aussi par de petites pilules qui promettaient de transformer des hommes ordinaires en super soldats. Vous vous êtes déjà demandé comment les nazis ont pu lancer leurs offensives éclairs pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Découvrez l'histoire de l'utilisation secrète et massive des amphétamines par les soldats allemands. Une histoire de victoire et de déclin, propulsée par une drogue qui a changé le cours des batailles. Découvrons ensemble comment ces pilules ont façonné le destin de millions de personnes, et peut-être du monde entier. L'introduction des amphétamines dans la guerre. Bienvenue sur la chaîne Traces du passé. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les pilules énergétiques ont influencé le cours des batailles pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu a dit que la vitesse est essentielle dans un conflit. Il est certain que Sun Tzu n'aurait jamais imaginé qu'Hitler prendrait cette idée au pied de la lettre. Les amphétamines, connues sous les noms de speed, pilules énergétiques, uppers et lead poppers, ont été introduites au moment idéal pour être consommées en masse pendant la Seconde Guerre mondiale par les grandes puissances industrielles. La Seconde Guerre mondiale a été un énorme catalyseur pour l'usage autorisé et l'abus sur le marché noir des amphétamines et des drogues similaires à une échelle mondiale. Il n'y a aucun doute sur l'abus massif de stimulants par les Japonais, les Américains et les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette tendance a été lancée par les Allemands dès les premières phases du conflit, bien avant que les autres ne s'y mettent. Bien que l'idéologie nazie soit fondamentalement anti-drogue et que l'usage social de drogues en Allemagne nazie soit considéré comme un signe de faiblesse individuelle et de décadence morale, ils n'hésitèrent pas à faire preuve d'hypocrisie en abusant de drogue dans le contexte militaire. L'usage et la propagande des amphétamines. En effet, la propagande nazie présentait les amphétamines comme un privilège réservé aux soldats. Alors que d'autres drogues étaient interdites ou découragées, le speed était salué comme un produit miracle lorsqu'il est apparu sur le marché à la fin des années 1930. La petite pilule avait une connexion poétique avec le slogan nazi « Deutschland erwache », « Allemagne réveille-toi », car elle énergisait et renforçait la confiance des soldats, s'intégrant parfaitement dans l'obsession du Troisième Reich pour la supériorité physique et mentale. Alors que d'autres drogues, comme l'alcool ou l'héroïne, procuraient un plaisir échappatoire, les amphétamines favorisaient une hypervigilance et une alerte accrue. Nous avons déjà discuté dans des vidéos précédentes de l'obsession des armées pour le concept mythique de super-soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, et les amphétamines ont contribué à cette fascination. Ces comprimés étaient perçus comme un raccourci pour transformer des soldats ordinaires en surhommes. Comme l'a déclaré Hitler, « Nous n'avons pas besoin de personnes faibles, nous voulons seulement des forts ». Ainsi, l'abus d'amphétamines est devenu synonyme de force et de renforcement. Cependant, la responsabilité d'avoir introduit les amphétamines en Allemagne incombe aux athlètes américains des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Le chimiste allemand Friedrich Hauschild savait que les Américains utilisaient la benzédrine, une version américaine des amphétamines, pour le dopage lors des Jeux olympiques de 1936. La benzédrine a également été utilisée par les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par les pilotes de l'Air Force pour rester en vol plus longtemps. Production et popularité du Pervitin. Découvrir la speed américaine a poussé Friedrich Hauschild à étudier cette drogue, et il a réussi à synthétiser un proche parent des amphétamines. Cette drogue allait plus tard devenir le centre d'une célèbre série télévisée du début du XXIe siècle, où un professeur atteint de cancer s'associait à un élève turbulent pour devenir le roi du milieu criminel. À l'époque, Friedrich Hauschild travaillait pour Temmler Werke, une entreprise pharmaceutique basée à Berlin. Temmler Werke lança un nom de marque pour ce produit chimique fascinant à l'hiver 1937 et l'appela Pervitin. Grâce à une campagne publicitaire agressive, le Pervitin est devenu très connu en quelques mois. Les comprimés étaient extrêmement populaires et pouvaient être achetés sans ordonnance dans les pharmacies. On pouvait même acheter des chocolats mélangés avec des amphétamines. Mais l'usage le plus important de la drogue restait à venir.
De 1939 à 1945, le Troisième Reich a surpris l'Europe avec ses blitzkrieg sur tous les fronts. Leur efficacité militaire est depuis devenue un sujet récurrent dans les études historiques. Bien que le succès nazi de cette période soit académiquement attribué à leur supériorité technologique, à l'optimisation et aux stratégies innovantes, il y avait plus que cela. La Wehrmacht ne laissait rien au hasard. Tout était méticuleusement calculé, du poids des armes à feu au moment de l'offensive, en passant par le moment et la manière d'utiliser les drogues. Tout au long de la guerre, les Allemands consommaient du pervitin. Cette drogue leur donnait plus d'énergie et réduisait les besoins en sommeil et en nourriture. Impact sur la performance militaire et effets secondaires. La drogue était également attribuée à un grand enthousiasme et faisait croire aux soldats que la propagande nazie était tout bonheur et fantaisie. Le pervitin a maintenu un statut légal en Allemagne jusqu'en 1941 et jusqu'à cette date, il était largement annoncé dans tout le pays. Des panneaux publicitaires à Berlin affichaient des annonces de la drogue de 1938 jusqu'à sa réglementation en 1941, quand la consommation est devenue plus discrète. Selon le livre « L'extase totale, drogue dans l'Allemagne nazie » de Norman Ohler, la nation entière était à un moment dépendante des amphétamines. Cela peut sembler ridicule maintenant, mais le pervitin n'était jamais destiné à être une drogue militaire pour les nazis. Il a été conçu pour rivaliser avec la boisson américaine populaire en Allemagne, appelée Coca-Cola. Temmler avait embauché le fils de Matheson pour la campagne publicitaire de cette nouvelle drogue. L'Allemagne traversait une période de calamité à cette époque. La honte de la défaite de la Première Guerre mondiale, le humiliant traité de Versailles, la crise économique, les troubles politiques, la montée de la colère nationaliste et les appels à un autre grand conflit. Tout cela ne facilitait pas la vie du citoyen allemand moyen. Et puis, est venu le pervitin, offrant vigueur, efficacité et calme. Et la population a accueilli cette substance énergisante à bras ouverts. C'était bon marché, cela aidait les gens à travailler, cela répandait de l'euphorie à travers le pays, et ce n'était même pas considéré comme une drogue à l'époque. En outre, la drogue n'était pas seulement populaire parmi les travailleurs. Adolf Hitler lui-même a été introduit aux drogues par Morel. Bientôt, la drogue a été soumise à un test de performance sur des étudiants pour voir comment elle affectait leur concentration et leur comportement de travail. Otto Ranke, directeur de l'Institut de physiologie générale et de défense de l'Académie de médecine militaire de Berlin, a rapidement conclu que la drogue pourrait, en effet, renforcer les efforts allemands sur le front. Il a suggéré que l'amphétamine et ses composés pourraient améliorer la performance des soldats. Après la recherche dirigée par Otto Ranke, le pervitin a été introduit dans les rations quotidiennes des soldats nazis et devait être consommé jusqu'à 2 fois par jour. La drogue a rapidement montré ses effets. Les soldats agissaient sans peur et étaient euphoriques, même dans les situations les plus sombres. L'objectif d'Otto Ranke de vaincre l'ennemi avec des soldats chimiquement améliorés était désormais une réalité. Décadence et conséquences. Les soldats marchaient jusqu'à 60 km et travaillaient sans arrêt pendant 3 jours sans dormir. Cela a été d'une grande aide lors de l'invasion de la Pologne en 1939. La Blitzkrieg à travers les Ardennes françaises en 1940 et la campagne des Balkans en 1941 ont été menées sans interruption pendant 11 jours. Otto Ranke était extasié par le succès de sa découverte et était devenu un utilisateur quotidien de la drogue. Il vivait le rêve de grandeur nazie, de domination mondiale, et se voyait bientôt aux côtés d'Hitler. Sa correspondance indique que lui et ses collègues travaillaient également sans dormir et prenaient des pilules sans arrêt, ignorant la limite de prescription pour répondre aux exigences auto-imposées de leurs emplois. Avant de jouer un rôle crucial dans l'invasion de la Pologne, la drogue a été testée par les officiers médicaux de la Wehrmacht. Les soldats de la 3e division Panzer ont été ordonnés de la prendre lors de l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1938. Le succès là-bas a ouvert la voie à l'utilisation militaire généralisée lors de l'invasion de la Pologne,
qui a causé la mort de plus de 100 000 soldats polonais. C'est à ce moment-là que le terme « Blitzkrieg » ou « guerre éclair » a vu le jour. Être drogué aux amphétamines permettait aux soldats allemands de se concentrer sur la rapidité et la surprise pour prendre l'ennemi au dépourvu et le vaincre. Le Pervitin éliminait ce qui différencie les humains des machines, la fatigue. Le besoin de repos, de sommeil et de nourriture était désormais une chose du passé, et rien ne les retardait alors que les tanks et les compagnies d'hommes marchaient ensemble à un rythme implacable pour conquérir toute l'Europe pour leur chef. Cependant, le Pervitin n'était pas un miracle. C'était simplement brûler la chandelle par les deux bouts. Rien dans cet univers n'était aussi bienveillant que le Pervitin prétendait l'être pour l'Allemagne d'Hitler. La drogue avait évidemment ses effets secondaires. Les premiers rapports trouvés dans les archives mentionnent des effets indésirables tels que l'épuisement, des douleurs cardiaques et des problèmes circulatoires. Cela a incité à une étude plus approfondie dirigée par le Führer de la santé du Reich, Leonardo Conti, qui, entre autres, a rapidement tiré la sonnette d'alarme sur le risque du Pervitin, ce qui a conduit à sa réglementation et à son interdiction en 1941. La drogue n'était désormais disponible que sur prescription, mais ces avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Malgré la rhétorique anti-drogue d'Hitler et du parti nazi qui était diffusée depuis 1933, les nouvelles réglementations ont été largement ignorées. Ils avaient une raison parfaite pour cela. Toute l'Allemagne était accro au Pervitin, et l'interdiction soudaine a causé un grand sevrage national. Ironiquement, Hitler lui-même était fortement dépendant. Au lieu de réduire la dépendance économique allemande aux produits pharmaceutiques et de faire face à un problème alarmant de dépendance, l'interdiction a été considérée comme un échec, même sur le front civil. L'armée ne se préoccupait pas de l'interdiction ou de la réglementation. En fait, les officiers militaires semblaient considérer légitime sa distribution, surtout en raison des avantages à court terme qu'elle apportait à l'armée. La consommation a augmenté lors de la malheureuse opération Barbarossa de juin à décembre 1941, immédiatement après l'imposition des restrictions. Il y avait aussi un côté conspiratoire à la réglementation. Les civils allemands accros au Pervitin pouvaient être considérés comme un stress inutile sur la production de pilules d'amphétamine. Ainsi, la réglementation a été créée uniquement pour garantir un plus grand approvisionnement aux soldats qui allaient affronter l'armée rouge sur leur propre territoire. Depuis 1941, le Reich savait que le Pervitin entraînait des effets secondaires et un risque de dépendance. Cependant, même lorsque les soldats mouraient d'insuffisance cardiaque ou se suicidaient à cause des phases psychotiques, les amphétamines continuaient à alimenter le pays jusqu'à la fin de la guerre. La Blitzkrieg dépendait de la vitesse pour pousser implacablement les troupes de tanks jour et nuit. C'était la cause de la chute du Danemark et de la Norvège en 1940. En un mois, l'armée nazie droguée aux amphétamines a conquis les Pays-Bas, la Belgique et, enfin, la France. Lorsqu'ils ont traversé la France, les renforts français n'étaient pas encore arrivés et leurs défenses ont été submergées par l'attaque allemande. Les tanks allemands ont parcouru 240 miles de terrain difficile, y compris la forêt des Ardennes, en 11 jours. Ils ont également contourné les forces britanniques et françaises retranchées qui supposaient à tort que les Ardennes étaient infranchissables. Les parachutistes atterrissaient parfois en avance sur l'offensive, causant le chaos derrière les lignes ennemies. Selon la presse britannique, ces soldats étaient fortement drogués, intrépides et fous comme des Vikings. Même Churchill a avoué être stupéfait par l'invasion de toutes les communications et de la campagne par les véhicules blindés. Il a admis dans ses mémoires que ce fut la plus grande surprise de sa vie. Le plus grand inconvénient du Pervitin était bien sûr la dépendance et l'addiction. Fournir des doses quotidiennes aux soldats les rendait inévitablement dépendants du Pervitin et leur performance en dépendait. Et lorsque l'approvisionnement s'épuisait, la pénurie et le sevrage causaient le chaos parmi les rangs allemands. Les symptômes comprenaient nausées, hallucinations, anxiété, dépression et diminution des capacités cognitives,
qui était abondant dans les camps allemands. Malgré les efforts de Conti pour limiter l'utilisation du pervitin, l'armée était obsédée par la drogue et continuait à en abuser. La situation a dégénéré au fil des ans et les soldats mouraient de plus en plus d'insuffisance cardiaque, de mort ou d'erreurs militaires. L'armée ne contrôlait pas le pervitin. C'était le pervitin qui contrôlait l'armée. En fait, Morel, qui a ironiquement introduit Hitler à la drogue, a également révélé lors des interrogatoires comment la dépendance de Hitler au pervitin a conduit à de mauvaises décisions stratégiques qui ont entraîné la victoire de l'ennemi en Normandie et finalement la chute de Berlin. Les drogues miracles de la Wehrmacht ont brillé intensément pendant les premières années de la guerre, mais elles se sont aussi retournées contre eux et sont devenues la raison du déclin du Troisième Reich. Temmler-Werke, le fabricant de la drogue, a été le seul gagnant, réalisant d'énormes profits grâce à une production incessante. Alors, avez-vous apprécié découvrir le secret derrière les offensives éclairs nazies? Le pervitin a peut-être donné un avantage aux soldats allemands sur le champ de bataille, mais à quel prix? Dépendance, effondrement nerveux et décisions catastrophiques n'étaient qu'une partie du prix à payer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et si je vous disais que l'usage de drogue sur le champ de bataille n'appartient pas au passé? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous pourrions ainsi vous proposer un prochain épisode, où nous explorerons comment la pharmacologie militaire a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale, et quelles sont les nouvelles armes chimiques utilisées de nos jours. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? À la prochaine.